Donc, cette semaine, il y a eu le débat des candidats à la présidentielle des États-Unis. Personnellement, j'ai rien compris. Je comprends absolument rien. On a eu une experte en entrevue cette semaine, Zoé, pour parler de ça. Oui, c'est justement pour ça, Andréane Bissonnette, une experte des élections présidentielles aux États-Unis. J'ai eu une entrevue ce matin, ce vendredi, avec elle. Puis, ça touche les États-Unis, même si c'est pas notre pays. Ça touche un peu... Ça nous touche. Tout le monde sait qui le président des États-Unis. Alors, elle va juste, finalement, nous explique un peu grossièrement comment ça marche, la gouvernance là-bas, par rapport à ici. Et aussi, si Joe Biden est élu, quelles répercussions que ça va avoir. Okay. Mais aussi, si Donald Trump est encore élu, aussi les conséquences que ça va avoir, mais pas juste aux États-Unis, on parle aussi dans le monde entier et au Canada. Ah, bien, c'est très intéressant. Puis en plus, Andréane Bissonnette va donner une conférence au CEMEC aussi la semaine prochaine. Oui. Excellent. Oui, donc on vous donne un petit avant-goût. Oui. Présentement, c'est les élections présidentielles aux États-Unis. Vous voyez sûrement beaucoup ça passer aux nouvelles. Et je suis présentement avec Andréane Bissonnette, qui est chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis pour un peu en parler avec nous et démêler tout ça. Bonjour, Andréane. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alors, pour commencer, je parlerai peut-être pas des élections tout de suite, mais on aimerait juste comme démêler un peu, expliquer comment ça se déroule grossièrement la gouvernance aux États-Unis, parce que c'est vraiment différent qu'au Canada finalement. En fait, au Canada, on est dans un régime parlementaire, donc on a un premier ministre élu qui siège à la Chambre et on a un Sénat qui a un rôle un peu plus dans l'ombre dans notre système parlementaire, alors qu'aux États-Unis, on est dans un régime présidentiel, donc on a une division des pouvoirs plus marqué entre l'exécutif, donc le président élu, qui nomme son cabinet plutôt que d'être un cabinet élu comme au Canada. Okay. Et on a le pouvoir législatif qui est composé d'un congrès à 2 chambres, donc la Chambre des représentants d'un côté et le Sénat de l'autre côté, et qui se partagent les pouvoirs législatifs, donc notamment le fait de faire des lois, le budget, également la nomination aux cours, comme à la Cour suprême. Donc c'est vraiment 2 types de systèmes politiques qui sont distincts à ce niveau-là. OK. La différence entre le Sénat et le Congrès, c'est ça? La Chambre des représentants. La Chambre des représentants. La différence, parce que je pense que les deux gèrent 2 choses différentes, ou je pense qu'il y en a un qui est comme peut-être supérieur à l'autre, il me semble. En fait, au Sénat, c'est 100 sénateurs, donc 2 par État, qui sont élus et qui représentent. Donc, chaque État a une représentation qui est égale. 2 par État. Alors qu'à la Chambre des représentants, c'est une représentation qui est sur le poids de la population. Donc, selon la population dans un État, il y a un nombre différencié de représentants. Donc, il y a beaucoup plus de représentants, par exemple, de la Californie et du Texas que du Wyoming et du Montana. Donc, ce sont des États qui sont moins populeux. Après, vraiment, la division des pouvoirs, c'est prévu dans la Constitution des États-Unis. Donc, on a une séparation des pouvoirs législatifs, mais essentiellement, là, les deux vont adopter des lois. Les lois doivent être adoptées dans le même langage dans les 2 chambres du Congrès. Et par la suite, donc notamment dans le processus de nomination, c'est uniquement le Sénat qui va confirmer les nominations du président, alors que la Chambre des représentants a un rôle plus prédominant sur le budget, par exemple. Donc, ils ont chacun leurs avenues là, de travail. OK, je comprends. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que le président des États-Unis ou la présidente, bien sûr, n'a pas tous les pouvoirs finalement. Exactement. Donc, c'est un système de poids et contrepoids aux États-Unis. Donc, on a en fait les 3 pouvoirs, le législatif, qui est le Congrès dont on vient de parler, l'exécutif, qui est la présidence, et le judiciaire, donc la Cour suprême. Et il y a un équilibre de pouvoir entre les 3. Et la façon dont les pères fondateurs ont pensé le système aux États-Unis, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas aucun des 3 pouvoirs qui puisse s'approprier tous les pouvoirs et devenir, dans le fond, prendre le contrôle du gouvernement des États-Unis. Donc, il y a un système, en fait, de surveillance, si on veut, entre chacun des pouvoirs. OK. Puis là, on entend beaucoup parler c'est quoi la différence entre les démocrates et les républicains? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Là, on sait présentement il y a plus de républicains que de démocrates au gouvernement, finalement.
En fait, en ce moment, le parti de Donald Trump qui est élu est le parti républicain. Donc, c'est un peu la même chose que si on compare ici les libéraux et les conservateurs. Donc, en fait, c'est qu'aux États-Unis, on a, plutôt qu'au Canada, d'avoir plusieurs partis qui sont représentés à la Chambre des communes. Aux États-Unis, c'est 2 grands partis qui sont représentés. Donc, en fait, les démocrates, ce sont un parti qui penche plus vers des idées progressistes, vers un plus grand interventionnisme du gouvernement notamment, alors que du côté des républicains, c'est un parti qui est plus conservateur autant sur les enjeux moraux que sur les enjeux fiscaux. Donc, on veut avoir un moins grand activité du gouvernement dans la vie des gens, donc restreindre un petit peu plus les dépenses à ce niveau-là. Et donc, ce sont les 2 grands partis qui sont représentés à Washington et également, ce sont les 2 grands partis qui dominent pas mal toute la scène politique aux États-Unis, là, autant dans les élections locales que présidentielles. OK. Là, j'aurais envie de savoir, parce qu'on entend beaucoup parler que ça soit, parce que là, c'est entre Joe Biden et Donald Trump que ça se passe présentement. Puis, on entend beaucoup parler que en gros, je vais le dire grossièrement, que ça va brasser, peu importe c'est qui va être élu. Donc, j'aimerais savoir les impacts sur les États-Unis, si c'est Joe Biden ou Donald Trump qui est élu le 3 novembre prochain, et aussi les impacts sur le monde entier et le Canada aussi, parce qu'on s'entend que les États-Unis prend beaucoup de place, beaucoup de pouvoir dans le monde, le pays des États-Unis. Oui, donc en fait, aux États-Unis, c'est vraiment, là, on regarde cette élection-là, puis on voit beaucoup plus que c'est et c'est les candidats qui le disent également eux-mêmes, là, donc pratiquement un référendum sur vers où on veut aller en tant que pays. Parce qu'on a 2 visions qui sont relativement opposées, qui sont actuellement présentées par Donald Trump et par Joe Biden. Donc, en fait, sans rentrer dans les détails de leur plateforme électorale, de où ils amèneraient chacun le pays. Du côté de Joe Biden, on a une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les enjeux sociaux actuellement, rétablir les États-Unis comme lieu d'accueil pour l'immigration notamment, réintégrer les accords de Paris et la lutte contre les changements climatiques. Alors que du côté de Donald Trump, on continuerait dans le chemin qu'on a tracé depuis 4 ans, donc une ligne plus dure sur l'immigration, une concentration sur l'économie également dans les discours et un retrait des accords internationaux comme on l'a vu dans les dernières 4 ans. Sur la scène internationale, ce que ça veut dire, pour le Canada, c'est sûr que les relations sont très proches, peu importe qui est au pouvoir des 2 côtés. Et on l'a vu à travers les années. En fait, même s'il y avait des désaccords entre les dirigeants des 2 pays, les relations étaient relativement maintenues, notamment par le biais des représentations sur le terrain. Et à ce niveau-là, le Québec est bien placé avec ses délégations du Québec et ses bureaux du Québec aux États-Unis qui permettent de garder des relations bilatérales avec les législatures d'État. Donc, notamment pour faire avancer des dossiers sur les questions de l'énergie, sur les questions du commerce, mais aussi les échanges culturels. Donc, on voit déjà ce système-là est en place depuis des années et continue, peu importe là, qui est au pouvoir à Washington. Et sur la scène internationale, c'est vraiment 2 visions opposées entre une participation plus grande du côté de Joe Biden aux institutions internationales, alors que du côté de Donald Trump, on a moins d'intérêt à être activement dans les institutions internationales. OK, je comprends. On a su ce matin, vendredi, que Donald Trump et sa conjointe, sa femme, sont infectés par le COVID-19. Donc, j'aimerais savoir quel impact ça va avoir sur les élections américaines, parce que ça n'a jamais arrivé finalement de changer la date de vote. Finalement, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire. Donc, est-ce que ça pourrait arriver cette fois-ci? Quel impact que ça va avoir? La date de l'élection est prévue dans la Constitution. Donc, en fait, on vote toujours le premier mardi suivant le premier lundi de novembre. Donc, c'est assez particulier comme date, mais c'est toujours cette date-là. Ce qui fait que cette année, c'est le 3 novembre. Là où ça peut avoir un impact, c'est qu'en fait, Donald Trump compte beaucoup sur les rallyes pour vraiment électrifier sa base. Et également, on a encore des débats à venir. Donc, il y a eu un débat mardi dernier. Le 7 octobre prochain, il y a le débat de la vice-présidence. Mais le 15 et le 22 octobre, il y avait des débats présidentiels qui sont prévus. Donc, ce sera de voir dans la journée là,
comment est-ce qu'on va réorganiser ce calendrier-là parce que le prochain débat présidentiel, le 15 octobre, est à moins de 14 jours, donc moins que la période de quarantaine auquel Donald Trump et sa conjointe doivent se soumettre. Donc, ce sera de voir comment il va réorienter sa stratégie de campagne alors qu'il ne peut pas quitter son isolement et quel impact ça va avoir sur le type de message également qu'il va envoyer, parce qu'on sait que depuis le début, sur la question de la COVID, il a un bilan qui est fort critiqué par les électeurs américains. Donc, ce sera de voir si son discours sur cet enjeu va également se modifier ou si, comme Jair Bolsonaro au Brésil, même s'il a eu la COVID-19, son discours ne s'est pas beaucoup modifié. Donc, ce sera de voir aussi là, au niveau du discours et au niveau de la forme, donc la façon dont il va mener sa campagne, comment ça va évoluer à ce niveau-là. OK. Donc, on ne peut pas changer la date du 3 novembre, mais peut-être qu'ils vont changer la date du débat, finalement, là, qui est dans son 14 jours, ou peut-être qu'il va la faire via vidéoconférence, mais c'est peut-être moins intéressant un peu. Ce sera à voir là, les discussions qu'il va y avoir entre la commission des débats présidentiels et les deux partis. Donc, il doit y avoir des discussions à ce niveau-là et voir quelle entente sera trouvée. OK. J'ai vu qu'une de tes spécialités, finalement, dans les élections présidentielles des États-Unis, c'est aussi le côté des femmes. Puis, je me demandais, est-ce qu'il présentement, il y a une bonne représentation des femmes en politique aux États-Unis? Actuellement, c'est une bonne représentation si on se met dans une perspective historique parce qu'au niveau du Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat, on est à peu près à 25% d'élus femmes et 75% d'hommes, ce qui est le plus haut taux de représentation des femmes au niveau de Washington historiquement. Donc, en 2018, lors des dernières élections de mi-mandat, on a vraiment eu une augmentation marquée de nombre de candidates qui se sont présentées. Et c'était des chiffres historiques, si bien qu'on a appelé 2018 l'année des femmes au niveau de la représentation. Et ce qui va être intéressant de suivre le 3 novembre prochain, c'est qu'en fait, cette année, on dit le nombre de candidates qui se présentent est encore plus élevé que celui de 2018. Donc, il y a encore plus d'intérêt de la part des femmes à se lancer en politique. Et cette année, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des femmes de la diversité. Donc, on a non seulement des femmes blanches qui pourraient être élues, mais également d'avoir une représentation au Congrès qui est plus proche de la société américaine, donc en fait, qui est plus diversifiée également. Donc, c'est très intéressant à suivre cette augmentation de la représentation des femmes et également l'impact que ça a d'avoir une plus grande représentation sur la volonté d'autres de se présenter. Oui, bien, on sent chez Joe Biden et Donald Trump un intérêt d'élire des femmes, là, autour d'eux, d'être entouré de plus de femmes. Chez Joe Biden, effectivement, là, c'est quelque chose qu'il a mis de l'avant assez tôt. Il a dit notamment qu'il allait avoir une colistière, donc, et c'est Kamala Harris qui est sa candidate à la vice-présidence. Du côté de Donald Trump, bien qu'il mette de l'avant qu'il agisse pour les droits des femmes, lorsqu'on regarde son cabinet, c'est un des moins diversifiés des dernières années. Donc, on voit vraiment là, qu'il y a quand même une cassure à ce niveau-là, autant par rapport au président démocrate qu'au président républicain précédent. Il y a moins de femmes au niveau de son cabinet. OK. Ah, au moins, il y a une belle progression au niveau, il y a plus de femmes, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le 6 octobre prochain, à 19h, tu fais une conférence sur Zoom, puis je sais que les gens, c'est possible de participer finalement sur la page Facebook du Centre matapédien d'études collégiales d'Amqui. Finalement, vous pouvez aller sur la page Facebook et vous inscrire si vous voulez participer. Andréane Bissonnette va parler des élections présidentielles. Merci beaucoup, Andréane. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. Puis je suis sûre que les gens comprennent un peu plus maintenant. Personnellement, j'écoute les nouvelles, je comprenais quand même. Je m'instruis, je lis des articles, mais c'est bien d'avoir plus une image de chacun, parce qu'il y a le Sénat, donc c'est le fun de savoir un peu plus comment ça fonctionne là-bas. Donc, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.